Lui sentit le bout de ses doigts le chatouiller, comme excité à la perspective de ne plus avoir à taper des rapports longs de 30 pages dont les mots, malgré lui, résonnaient dans le corps tout entier. Bien après qu'il eut fini de les retranscrire, « Vous devez être soulagé, conclut le président en se relevant. Maintenant, il suffit que le jeune enfant, il a à peine 19 ans, soit à longtemps à la tâche et vous n'aurez plus à taper le moindre rapport. Je compte sur votre aide si besoin était. » Lui opina de la tête de son. Rien à dire. Bien sûr, il était soulagé de cette arrivée, mais son idéal à lui aurait été Fernand occupe cette place. Si seulement son ami avait été un peu plus lettré, il aurait fait et des mains pour le faire venir ici avec lui. Mais Fernand n'avait que l'instruction de l'école. Il lisait et écrivait sans difficulté et sans faute d'orthographe, mais il ne pouvait se prévaloir d'aucune autre compétence susceptible d'intéresser le contrôle postal comme de taper à la machine. Décembre 1917. Cher Auguste, ici on est en plein air et en pleine campagne. Seulement la terre est labourée par des marmites au lieu des charrues. Et pour les tranchées, nous avons de l'eau jusqu'à mi-jambe. Les boches en ont encore plus que nous. Toute la journée, ils retirent l'eau avec des seaux et quand ils lèvent un peu la tête, on leur envoie une pastille pour le rhume. Et eux en font autant pour nous. Les pluies des jours derniers transforment le sol en une boue liquide. Nos effets sont remplis d'humidité. Être malheureux cet hiver encore. Aussi, nous ne sommes pas gais. Le moral n'est pas extraordinaire. C'est avec Brice. Lui, il leva les yeux de sa lettre. Lui soutenait le président Grieux, accompagné par deux hommes qui portaient au bras gauche le brassard noir du deuil et la lorgnette à un officier d'une trentaine d'années au regard perçant. Il ne les avait pas entendus arriver et il se mit aussitôt au garde-à-vous devant sa chaise. Repos, lui intima Griot. L'homme au brassard dégageait une autorité naturelle. Cependant, il regardait Louis d'un air absent, comme s'il était ici par obligation, et que la situation créait chez lui un sentiment d'ennui. En revanche, l'officier qui ressemblait être son second faisait montre d'une attention soutenue. Louis Saint-Gervais, mon commandant, il est lecteur ici depuis plus de 3 mois. Griot se pencha vers son supérieur hiérarchique et ajouta d'une voix basse mais suffisamment audible pour que l'intéressé l'entende. Un très fin lecteur d'ailleurs. Une lueur d'intérêt traversa le regard du commandant. « C'est bien, mon garçon, continuez ainsi, dit-il, puis il disparut de ses yeux, et son regard redevint vide. Lui s'interrogeait. Était-ce le deuil qui le coupait ainsi des hommes, ou bien appartenait-il à cette race de gradés abondants, les tranchés en terrain connu, sous prétexte qu'ils en avaient vu le tracer sur une carte. Cela, lui les connaissait. Il regardait les gens et les hommes sans les voir. Son second, lui, se pencha sur la lettre ouverte dont il lut quelques mots à mi-voix avant de se redresser.
avec l'abbé Jourdain, décidément résolu à fraterniser avec lui. La proximité de l'âge, sans doute, se lui de Carlas. La plupart des lecteurs avaient autour de la quarantaine, et en dehors de la baie de nuit, les seuls hommes jeunes appartenaient au régiment de passage. Très souvent, d'ailleurs, ces soldats les regardaient avec défiance et amertume, particulièrement lui qui, ne portant pas de soutane et n'arborant aucune blessure visible, leur faisait l'effet d'une lâche, d'un embusqué. Heureusement pour lui, ces soldats ignoraient son rôle, car alors il n'aurait pas donné cher de sa peau. Tu les achètes où des cigarettes? Au village à côté ou à la coopérative. Parfois, ils y sont moins chers. J'irai ce soir, promit le curé. Comme ça, je te rendrai ce que je te dois. Lui leva un bras en l'air et le laissa retomber. Une cigarette de plus sous de moi. Ah non, protesta le curé. Il faut être juste dans la vie et rendre exactement ce que l'on vous a donné. Et pour eux, donc pourtant, pensa aussitôt lui. Il ne dit rien. Auparavant, lui qui aimait tant discuter, aurait sauté sur l'occasion pour polémiquer sur la question de la justice et de l'égalité. Mais aujourd'hui, il n'avait plus le cœur à cela. La guerre avait détruit en lui toute vérité d'échange. Seul comptait désormais sa famille Fernand et le souvenir des camarades de front dont un grand nombre était resté là-bas à engraisser les rats. Cela leur apportait que rencontrer une femme auprès de qui vivre. C'était là tout son rêve. Penser à autre chose lui semblait hors de propos. Et réfléchir s'appartenait à lui. Le sombrait en une lutte sans fin. Lui sentit le bout de ses doigts le chatouiller, comme excité à la perspective de ne plus avoir à taper des rapports longs de 30 pages dont les mots, malgré lui, résonnaient dans le corps tout entier. Bien après qu'il eut fini de les retranscrire, vous devez être soulagé, conclut le président en se relevant. Maintenant, il suffit que le jeune enfant, il a à peine 19 ans, soit un longtemps à la tâche et vous n'aurez plus à taper le moindre rapport. Je compte sur votre aide si besoin était. Lui opina de la tête de son rien dire. Bien sûr, il était soulagé de cette arrivée, mais son idéal à lui aurait été Fernand occupe cette place. Si seulement son ami avait été un peu plus lettré, il aurait fait des pieds et des mains pour le faire venir ici avec lui. Mais Fernand n'avait que l'instruction de l'école. Il lisait et écrivait sans difficulté et sans faute d'orthographe, mais il ne pouvait se prévaloir d'aucune autre compétence susceptible d'intéresser du contrôle postal comme de taper à la machine. Décembre 1917. Cher Auguste, ici on est en plein air et en pleine campagne. Seulement la terre est labourée par les marmites au lieu des charrues. Et pour les tranchées, nous avons de l'eau jusqu'à mi-jambe. Les Boches en ont encore plus que nous. Toute la journée, ils retirent l'eau avec des seaux et quand ils l'évaporent la tête, on leur envoie une pastille pour le rhume. Et eux en font autant pour nous. Les pluies des jours derniers
transforme le sol en une boule liquide. Nos effets sont remplis d'humidité. Être malheureux, c'est différent encore. Aussi, nous ne sommes pas gais. Le moral n'est pas extraordinaire. C'est avec triste. Lui, il leva les yeux de sa lettre. Lui soutenait le président Grieux, accompagné par deux hommes qui portaient au bras gauche le brassard noir du deuil et la l'oreille un officier d'une trentaine d'années au regard perçant. Il ne les avait pas entendus arriver et il se mit aussitôt au garde-à-vous devant sa chaise. Le repos lui intima Griot. L'homme au brassard dégageait une autorité naturelle. Cependant, il regardait Louis d'un air absent, comme s'il était ici par obligation, et que la situation créait chez lui un sentiment d'ennui. En revanche, l'officier qui ressemblait être son second faisait montre d'une attention soutenue. Louis Saint-Gervais, mon commandant, il est lecteur ici depuis plus de 3 mois. Griot se pencha vers son supérieur hiérarchique et ajouta d'une voix basse mais suffisamment audible pour que l'intéressé l'entende. Un très fin lecteur d'ailleurs. Une lueur d'intérêt traversa le regard du commandant. C'est bien, mon garçon, continuez ainsi, dit-il, puis il disparut de ses yeux et son regard redevint vide. Lui s'interrogeait. Était-ce le deuil qui le coupait ainsi des hommes, ou bien appartenait-il à cette race de gradés abondants, l'étranger en terrain connu, sous prétexte qu'ils en avaient vu le tracer sur une carte. Cela, lui, les connaissait. Il regardait les gens et les hommes sans les voir. Son second, lui, se pencha sur la lettre ouverte dont il lut quelques mots à mi-voix avant de se redresser. Devant la marmite de soupe, on se retrouva une nouvelle fois avec l'abbé Jourdain, décidément résolu à fraterniser avec lui. La proximité de l'âge, sans doute, se dénuit de Carlas. La plupart des lecteurs avaient autour de la quarantaine, et en dehors de l'abbé de lui, les seuls hommes jeunes appartenaient au régiment de passage. Très souvent, d'ailleurs, ces soldats les regardaient avec défiance et amertume, particulièrement lui qui, ne portant pas de soutane et n'arborant aucune blessure visible, leur faisait l'effet d'une lâche, d'un embusqué. Heureusement pour lui, ces soldats ignoraient son rôle, car alors il n'aurait pas donné cher de sa peau. Tu les achètes où des cigarettes, au village à côté ou à la coopérative. Parfois, ils y sont moins chers. J'irai ce soir, promit le curé. Comme ça, je te rendrai ce que je te dois. Lui leva un bras en l'air et le laissa retomber. Une cigarette de plus sous de moi. Ah non, protesta le curé. Il faut être juste dans la vie et rendre exactement ce que l'on vous a donné. Et pour eux, donc pourtant, pensa aussitôt lui. Il ne dit rien. Auparavant, lui qui aimait tant discuter, aurait sauté sur l'occasion pour polémiquer sur la question de la justice et de l'égalité. Mais aujourd'hui, il n'avait plus le cœur à cela. La guerre avait détruit en lui toute vérité d'échange. Seul comptait désormais sa famille Fernand et le souvenir des camarades de front dont un grand nombre était resté là-bas à engraisser les rats. Cela leur apportait que rencontrer une femme auprès de qui vivre. C'était là tout son rêve.
penser à autre chose lui semblait hors de propos, et réfléchir s'appartenait à lui, lui sombrait dans une nuit sans fin. Lui sentit le bout de ses doigts le chatouiller, comme excité à la perspective de ne plus avoir à taper des rapports longs de 30 pages dont les mots, malgré lui, résonnaient dans le corps tout entier. Bien après qu'il eut fini de les retranscrire, « Vous devez être soulagé, » conclut le président en se relevant. Maintenant, il suffit que le jeune enfant, il a à peine 19 ans, soit à longtemps à la tâche et vous n'aurez plus à taper le moindre rapport. Je compte sur votre aide si besoin était. Lui opina de la tête sans rien dire. Bien sûr, il était soulagé de cette arrivée, mais son idéal à lui aurait été Fernand occupe cette place. Si seulement son ami avait été un peu plus lettré, il aurait fait des pieds et des mains pour le faire venir ici avec lui. Mais Fernand n'avait que l'instruction de l'école. Il lisait et écrivait sans difficulté et sans faute d'orthographe, mais il ne pouvait se prévaloir d'aucune autre compétence susceptible d'intéresser le contrôle postal comme de taper à la machine. Décembre 1917. Cher Auguste, ici on est en plein air et en pleine campagne. Seulement la terre est labourée par les marmites au lieu des charrues. Pour les tranchées, nous avons de l'eau jusqu'à mi-jambe. Les boches en ont encore plus que nous. Toute la journée, ils retirent l'eau avec des seaux et quand ils les vont dans la tête, on leur envoie une pastille pour le rhume. Et eux en font autant pour nous. Les pluies des jours derniers transforment le sol en une boue liquide. Nos effets sont remplis d'humidité. Être malheureux cet hiver encore. Aussi, nous ne sommes pas gais. Le moral n'est pas extraordinaire. C'est avec triste. Lui, il leva les yeux de sa lettre. Lui soutenait le président Grieux, accompagné par deux hommes qui portaient au bras gauche le brassard noir du deuil et la lorgnette à un officier d'une trentaine d'années au regard perçant. Il ne les avait pas entendus arriver et il se mit aussitôt au garde-à-vous devant sa chaise. Repos, lui intima Griot. L'homme au brassard dégageait une autorité naturelle. Cependant, il regardait Louis d'un air absent, comme s'il était ici par obligation, et que la situation créait chez lui un sentiment d'ennui. En revanche, l'officier qui ressemblait être son second faisait montre d'une attention soutenue. Louis Saint-Gervais, mon commandant, il est lecteur ici depuis plus de 3 mois. Griot se pencha vers son supérieur hiérarchique et ajouta d'une voix basse mais suffisamment audible pour que l'intéressé l'entende. Un très fin lecteur d'ailleurs. Une lueur d'intérêt traversa le regard du commandant. « C'est bien, mon garçon, continue ainsi, » dit-il, puis il disparut de ses yeux, et son regard redevint vide. Lui s'interrogeait. Était-ce le deuil qui lui coupait ainsi des hommes, ou bien appartenait-il à cette race de gradés abandonnés, les tranchées ont
terrain inconnu, sous prétexte qu'ils en avaient vu les traces sur une carte. Cela, lui, les connaissait. Il regardait les gens et les hommes sans les voir. Son second, lui, se pencha sur la lettre ouverte dont il lut quelques mots à mi-voix avant de se redresser. Devant la marmite de soupe, on se retrouva une nouvelle fois avec l'abbé Jourdain, décidément résolu à fraterniser avec lui. La proximité de l'âge sans doute se dénuit de Carlas. La plupart des lecteurs avaient autour de la quarantaine, et en dehors de l'abbé et de lui, les seuls hommes jeunes appartenaient au régiment de passage. Très souvent, d'ailleurs, ces soldats les regardaient avec défiance et amertume, particulièrement lui qui, ne portant pas de soutane et n'arborant aucune blessure visible, leur faisait l'effet d'une lâche, d'un embusqué. Heureusement pour lui, ces soldats ignoraient son rôle, car alors il n'aurait pas donné cher de sa peau. Tu les achètes ou des cigarettes au village à côté ou à la coopérative. Parfois, ils y sont moins chers. J'irai ce soir, promit le curé. Comme ça, je te rendrai ce que je te dois. Lui leva un bras en l'air et le laissa retomber. Une cigarette de plus sous de moi. Ah non, protesta le curé. Il faut être juste dans la vie et rendre exactement ce que l'on vous a donné. Et pour eux, donc pourtant, pensa aussitôt lui. Il ne dit rien. Auparavant, lui qui aimait tant discuter, aurait sauté sur l'occasion pour polémiquer sur la question de la justice et de l'égalité. Mais aujourd'hui, il n'avait plus le cœur à cela. La guerre avait détruit en lui toute vérité d'échange. Seul comptait désormais sa famille Fernand et le souvenir des camarades de front dont un grand nombre était resté là-bas à engraisser les rats. Cela leur apportait que rencontrer une femme auprès de qui vivre. C'était là tout son rêve. Penser à autre chose lui semblait hors de propos. Et réfléchir s'appartenait à lui. Lui sombrait dans une nuit sans fin. Lui sentit le bout de ses doigts le chatouiller, comme excité à la perspective de ne plus avoir à taper des rapports longs de 30 pages dont les mots, malgré lui, résonnaient dans le corps tout entier. Bien après qu'il eut fini de les retranscrire, vous devez être soulagé, conclut le président en se relevant. Maintenant, il suffit que le jeune enfant, il a à peine 19 ans, soit un longtemps à la tâche et vous n'aurez plus à taper le moindre rapport. Je compte sur votre aide si besoin était. Lui opina de la tête de son rien dire. Bien sûr, il était soulagé de cette arrivée, mais son idéal à lui aurait été Fernand occupe cette place. Si seulement son ami avait été un peu plus lettré, il aurait fait des pieds et des mains pour le faire venir ici avec lui. Mais Fernand n'avait que l'instruction de l'école. Il lisait et écrivait sans difficulté et sans faute d'orthographe, mais il ne pouvait se prévaloir d'aucune autre compétence susceptible d'intéresser le contrôle postal comme de taper à la machine.
décembre 1917. Cher Auguste, ici on est en plein air et en pleine campagne. Seulement la terre est labourée par des marmites au lieu des charrues. Et pour les tranchées, nous avons de l'eau jusqu'à mi-jambe. Les boches en ont encore plus que nous. Toute la journée, ils retirent l'eau avec des seaux et quand ils les va pour la tête, on leur envoie une pastille pour le rhume. Et eux en font autant pour nous. Les pluies des jours derniers transforment le sol en une boule liquide. Nos effets sont remplis d'humidité. Être malheureux cet hiver encore. Aussi, nous ne sommes pas gais. Le moral n'est pas extraordinaire. C'est avec triste. Lui, il leva les yeux de sa lettre. Lui soutenait le président Grieux, accompagné par deux hommes qui portaient au bras gauche le brassard noir du deuil et la languette à un officier d'une trentaine d'années au regard perçant. Il ne les avait pas entendus arriver et il se mit aussitôt au garde-à-vous devant sa chaise. Le repos lui intima Griot. L'homme au brassard dégageait une autorité naturelle. Cependant, il regardait Louis d'un air absent, comme s'il était ici par obligation, et que la situation créait chez lui un sentiment d'ennui. En revanche, l'officier qui ressemblait être son second faisait montre d'une attention soutenue. Louis Saint-Gervais, mon commandant, il est lecteur ici depuis plus de 3 mois. Griot se pencha vers son supérieur hiérarchique et ajouta d'une voix basse mais suffisamment audible pour que l'intéressé l'entende. Un très fin lecteur d'ailleurs. Une lueur d'intérêt traversa le regard du commandant. C'est bien, mon garçon, continuez ainsi, dit-il, puis il disparut de ses yeux et son regard redevint vide. Lui s'interrogeait. Était-ce le deuil qui le coupait ainsi des hommes, ou bien appartenait-il à cette race de gradèrent les tranchées en terrain connu, sous prétexte qu'ils en avaient vu les tracer sur une carte. Cela, lui, les connaissait. Il regardait les gens et les hommes sans les voir. Son second, lui, se pencha sur la lettre ouverte dont il lut quelques mots à mi-voix avant de se redresser. Devant la marmite de soupe, on se retrouva une nouvelle fois avec l'abbé Jourdain, décidément résolu à fraterniser avec lui. De proximité de l'âge, sans doute, se dit Louis de Carlas. La plupart des lecteurs avaient autour de la quarantaine, et en dehors de l'abbé de lui, les seuls hommes jeunes appartenaient au régiment de passage. Très souvent, d'ailleurs, ces soldats les regardaient avec défiance et amertume, particulièrement Louis qui, ne portant pas de soutane et n'arborant aucune blessure visible, leur faisait l'effet d'une lâche, d'un embusqué. Heureusement pour lui, ces soldats ignoraient son rôle, car alors il n'aurait pas donné cher de sa peau. Tu les achètes où des cigarettes, au village à côté ou à la coopérative. Parfois, ils y sont moins chers. J'irai ce soir, promit le curé. Comme ça, je te rendrai ce que je te dois. Lui, il leva un bras en l'air et lui laissa retomber une cigarette de plus sous de moi. Ah non, protesta le curé. Il faut être juste dans la vie et rendre exactement ce que l'on vous a donné. Et pour eux, donc pourtant, pensa aussitôt lui. Il ne dit rien. Auparavant, lui qui aimait tant discuter, aurait
sauté sur l'occasion pour polémiquer sur la question de la justice et de l'égalité. Mais aujourd'hui, il n'avait plus le cœur à cela. La guerre avait détruit en lui toute vérité d'échange. Seul comptait désormais sa famille Fernand et le souvenir des camarades de front dont un grand nombre était resté là-bas à engraisser les rats. Cela leur apportait que rencontrer une femme auprès de qui vivre. C'était là tout son rêve. Penser à autre chose lui semblait hors de propos, et réfléchir s'appartenait à lui. Le sombrait dans une nuit sans fin. Lui sentit le bout de ses doigts le chatouiller, comme excité à la perspective de ne plus avoir à taper des rapports longs de 30 pages dont les mots, malgré lui, résonnaient dans le corps tout entier. Bien après qu'il eut fini de les retranscrire, « Vous devez être soulagé, » conclut le président en se relevant. Maintenant, il suffit que le jeune enfant, il a à peine 19 ans, soit un longtemps à la tâche et vous n'aurez plus à taper le moindre rapport. Je compte sur votre aide si besoin était. Lui opina de la tête de son rien dire. Bien sûr, il était soulagé de cette arrivée, mais son idéal lui aurait été Fernand occupe cette place. Si seulement son ami avait été un peu plus lettré, il aurait fait et des mains pour le faire venir ici avec lui. Mais Fernand n'avait que l'instruction de l'école. Il lisait et écrivait sans difficulté et sans faute d'orthographe, mais il ne pouvait se prévaloir d'aucune autre compétence susceptible d'intéresser du contrôle postal comme de taper à la machine. Décembre 1917. Cher Auguste, ici on est en plein air et en pleine campagne. Seulement la terre est labourée par les marmites au lieu des charrues. Et dans les tranchées, nous avons de l'eau jusqu'à mi-jambe. Les boches en ont encore plus que nous. Toute la journée, ils retirent l'eau avec des seaux et quand ils l'évaporent la tête, on leur envoie une pastille pour le rhume. Et eux en font autant pour nous. Les pluies des jours derniers transforment le sol en une boue liquide. Nos effets sont remplis d'humidité. Être malheureux cet hiver encore. Aussi, nous ne sommes pas gais. Le moral n'est pas extraordinaire. C'est avec triste. Lui, il leva les yeux de sa lettre. Lui soutenait le président Grieux, accompagné par deux hommes qui portaient au bras gauche le brassard noir du deuil et la longuette à un officier d'une trentaine d'années au regard perçant. Il ne les avait pas entendus arriver et il se mit aussitôt au garde-à-vous devant sa chaise. Le repos lui intima Griot. L'homme au brassard dégageait une autorité naturelle. Cependant, il regardait Louis d'un air absent, comme s'il était ici par obligation, et que la situation créait chez lui un sentiment d'ennui. En revanche, l'officier qui ressemblait être son second faisait montre d'une attention soutenue. Louis Saint-Gervais, mon commandant, il est lecteur ici depuis plus de 3 mois. Griot se pencha vers son supérieur hiérarchique et ajouta d'une voix
voix basse mais suffisamment audible pour que l'intéressé l'entende. Un très fin lecteur d'ailleurs. Une lueur d'intérêt traversa le regard du commandant. C'est bien mon garçon, continue ainsi, dit-il, puis il disparut de ses yeux et son regard redevint vide. Lui s'interrogeait. Était-ce le deuil qui le coupait ainsi des hommes, ou bien appartenait-il à cette race de gradés abondants, l'étranger en terrain connu, sous prétexte qu'ils en avaient vu le tracer sur une carte. Cela, lui, les connaissait. Il regardait les gens et les hommes sans les voir. Son second, lui, se pencha sur la lettre ouverte dont il eut quelques mots à mi-voix avant de se redresser. Devant la marmite de soupe, on se retrouva une nouvelle fois avec l'abbé Jourdain, décidément résolu à fraterniser avec lui. La proximité de l'âge sans doute se dénuit de Carlas. La plupart des lecteurs avaient autour de la quarantaine, et en dehors de l'abbé de lui, les seuls hommes jeunes appartenaient au régiment de passage. Très souvent d'ailleurs, ces soldats les regardaient avec défiance et amertume, particulièrement lui qui, ne portant pas de soutane et n'arborant aucune blessure visible, leur faisait l'effet d'une lâche, d'un embusqué. Heureusement pour lui, ces soldats ignoraient son rôle, car alors il n'aurait pas donné cher de sa peau. Tu les achètes où des cigarettes, au village à côté ou à la coopérative. Parfois, ils y sont moins chers. J'irai ce soir, promit le curé. Comme ça, je te rendrai ce que je te dois. Lui leva un bras en l'air et lui laissa retomber une cigarette de plus sous le mot. Ah non, protesta le curé. Il faut être juste dans la vie et rendre exactement ce que l'on vous a donné. Et pour eux, donc pourtant, pensa aussitôt lui. Il ne dit rien. Auparavant, lui qui aimait tant discuter, aurait sauté sur l'occasion pour polémiquer sur la question de la justice et de l'égalité. Mais aujourd'hui, il n'avait plus le cœur à cela. La guerre avait détruit en lui toute vérité d'échange. Seul comptait désormais sa famille Fernand et le souvenir des camarades de front dont un grand nombre était resté là-bas à engraisser les rats. Cela leur apportait que rencontrer une femme auprès de qui vivre. C'était là tout son rêve. Penser autre chose lui semblait hors de propos. Et réfléchir s'appartenait à lui. Le sombrait dans une nuit sans fin. Lui sentit le bout de ses doigts le chatouiller, comme excité à la perspective de ne plus avoir à taper des rapports longs de 30 pages dont les mots, malgré lui, résonnaient dans le corps tout entier. Bien après qu'il eut fini de les retranscrire, vous devez être soulagé, conclut le président en se relevant. Maintenant, il suffit que le jeune enfant, il a à peine 19 ans, soit à longtemps à la tâche et vous n'aurez plus à taper le moindre rapport. Je compte sur votre aide si besoin était. Lui opina de tête de son, rien dire. Bien sûr, il n'était
était soulagé de cette arrivée, mais son idéal à lui aurait été Fernand occupe cette place. Si seulement son ami avait été un peu plus lettré, il aurait fait et des mains pour le faire venir ici avec lui. Mais Fernand n'avait que l'instruction de l'école. Il lisait et écrivait sans difficulté et sans faute d'orthographe, mais il ne pouvait se prévaloir d'aucune autre compétence susceptible d'intéresser le contrôle postal comme de taper à la machine. Décembre 1917. Cher Auguste, ici on est en plein air et en pleine campagne. Seulement la terre est labourée par les marmites au lieu des charrues. Et pour les tranchées, nous avons de l'eau jusqu'à mi-jambe. Les boches en ont encore plus que nous. Toute la journée, ils retirent l'eau avec des seaux et quand ils les va pour la tête, on leur envoie une pastille pour le rhume. Et eux en font autant pour nous. Les pluies des jours derniers transforment le sol en une boule liquide. Nos effets sont remplis d'humidité. Être malheureux, c'est différent encore. Aussi, nous ne sommes pas gais. Le moral n'est pas extraordinaire. C'est avec triste. Lui, il leva les yeux de sa lettre. Lui se tenait le président Grieux, accompagné par deux hommes qui portaient au bras gauche le brassard noir du deuil et la languette à un officier d'une trentaine d'années au regard perçant. Il ne les avait pas entendus arriver et il se mit aussitôt au garde-à-vous devant sa chaise. Repos, lui intima Griot. L'homme au brassard dégageait une autorité naturelle. Cependant, il regardait Louis d'un air absent, comme s'il était ici par obligation, et que la situation créait chez lui un sentiment d'ennui. En revanche, l'officier qui ressemblait être son second faisait montre d'une attention soutenue. Louis Saint-Gervais, mon commandant, il est lecteur ici depuis plus de 3 mois. Griot se pencha vers son supérieur hiérarchique et ajouta d'une voix basse mais suffisamment audible pour que l'intéressé l'entende. Un très fin lecteur d'ailleurs. Une lueur d'intérêt traversa le regard du commandant. C'est bien, mon garçon, continuez ainsi, dit-il, puis il disparut de ses yeux et son regard redevint vide. Lui s'interrogeait. Était-ce le deuil qui le coupait ainsi des hommes, ou bien appartenait-il à cette race de gradés les tranchées en terrain connu, sous prétexte qu'ils en avaient vu le tracer sur une carte. Cela, lui, les connaissait. Il regardait les gens et les hommes sans les voir. Son second, lui, se pencha sur la lettre ouverte dont il lut quelques mots à mi-voix avant de se redresser. Devant la marmite de soupe, on se retrouva une nouvelle fois avec l'abbé Jourdain, décidément résolu à fraterniser avec lui. La proximité de l'âge, sans doute, se Louis de Carlas. La plupart des lecteurs avaient autour de la quarantaine, et en dehors de l'abbé de lui, les seuls hommes jeunes appartenaient au régiment de passage. Très souvent, d'ailleurs, ces soldats les regardaient avec défiance et amertume, particulièrement lui qui, ne portant pas de soutane et n'arborant aucune blessure visible, leur faisait l'effet d'une lâche, d'un embusqué. Heureusement pour lui, ces soldats
son rôle, car alors il n'aurait pas donné cher de sa peau. Tu les achètes ou des cigarettes au village à côté ou à la coopérative. Parfois, ils y sont moins chers. J'irai ce soir, promit le curé. Comme ça, je te rendrai ce que je te dois. Lui leva un bras en l'air et lui laissa retomber une cigarette de plus sous le mot. Ah non, protesta le curé. Il faut être juste dans la vie et rendre exactement ce que l'on vous a donné. Et pour eux, donc pourtant, pensa aussitôt lui. Il ne dit rien. Auparavant, lui qui aimait tant discuter, aurait sauté sur l'occasion pour polémiquer sur la question de la justice et de l'égalité. Mais aujourd'hui, il n'avait plus le cœur à cela. La guerre avait détruit en lui toute vérité d'échange. Seul comptait désormais sa famille Fernand et le souvenir des camarades de front dont un grand nombre était resté là-bas à engraisser les rats. Cela leur apportait que rencontrer une femme auprès de qui vivre. C'était là tout son rêve. Penser à autre chose lui semblait hors de propos. Et réfléchir s'appartenait à lui. Le sombrait dans une nuit sans fin. Lui sentit le bout de ses doigts le chatouiller, comme excité à la perspective de ne plus avoir à taper des rapports longs de 30 pages dont les mots, malgré lui, résonnaient dans le corps tout entier, bien après qu'il eut fini de les retranscrire. Vous devez être soulagé, conclut le président en se relevant. Maintenant, il suffit que le jeune enfant, il a à peine 19 ans, soit à longtemps à la tâche et vous n'aurez plus à taper le moindre rapport. Je compte sur votre aide si besoin était. Lui opina de la tête sans rien dire. Bien sûr, il était soulagé de cette arrivée, mais son idéal à lui aurait été Fernand occupe cette place. Si seulement son ami avait été un peu plus lettré, il aurait fait et des mains pour le faire venir ici avec lui. Mais Fernand n'avait que l'instruction de l'école. Il lisait et écrivait sans difficulté et sans faute d'orthographe, mais il ne pouvait se prévaloir d'aucune autre compétence susceptible d'intéresser le contrôle postal comme de taper à la machine. Décembre 1917. Cher Auguste, ici on est en plein air et en pleine campagne. Seulement la terre est labourée par des marmites au lieu des charrues. Et pour les tranchées, nous avons de l'eau jusqu'à mi-jambe. Les boches en ont encore plus que nous. Toute la journée, ils retirent l'eau avec des seaux et quand ils lèvent un peu la tête, on leur envoie une pastille pour le rhume. Et eux en font autant pour nous. Les pluies des jours derniers transforment le sol en une boue liquide. Nos effets sont remplis d'humidité. Être malheureux cet hiver encore. Aussi, nous ne sommes pas gais. Le moral n'est pas extraordinaire. C'est avec triste. Lui, il leva les yeux de sa lettre. Lui soutenait le président Grieux, accompagné par deux hommes qui portaient au bras gauche le brassard noir du deuil et la languette à un officier d'une trentaine d'années au regard perçant. Il ne les avait pas entendus arriver et il se mit aussitôt au garde.
relaxe. Le repos, lui intima Griot. L'homme au brassard dégageait une autorité naturelle. Cependant, il regardait Louis d'un air absent, comme s'il était ici par obligation, et que la situation créait chez lui un sentiment d'ennui. En revanche, l'officier qui ressemblait être son second faisait montre d'une attention soutenue. Louis Saint-Gervais, mon commandant, il est lecteur ici depuis plus de 3 mois. Griot se pencha vers son supérieur hiérarchique et ajouta d'une voix basse mais suffisamment audible pour que l'intéressé l'entende. Un très fin lecteur d'ailleurs. Une lueur d'intérêt traversa le regard du commandant. C'est bien, mon garçon, continue ainsi, dit-il, puis il disparut de ses yeux et son regard redevint vide. Lui s'interrogeait. Était-ce le deuil qui le coupait ainsi des hommes, ou bien appartenait-il à cette race de gradés abondants, l'étranger en terrain connu, sous prétexte qu'ils en avaient vu le tracer sur une carte. Cela, lui, les connaissait. Il regardait les gens et les hommes sans les voir. Son second, lui, se pencha sur la lettre ouverte dont il lut quelques mots à mi-voix avant de se redresser. Devant la marmite de soupe, on se retrouva une nouvelle fois avec l'abbé Jourdain, décidément résolu à fraterniser avec lui. La proximité de l'âge, sans doute, se Louis de Carlas. La plupart des lecteurs avaient autour de la quarantaine, et en dehors de l'abbé de nuit, les seuls hommes jeunes appartenaient au régiment de passage. Très souvent, d'ailleurs, ces soldats les regardaient avec défiance et amertume, particulièrement Louis qui, ne portant pas de soutane et n'arborant aucune blessure visible, leur faisait l'effet d'une lâche, d'un embusqué. Heureusement pour lui, ces soldats ignoraient son rôle, car alors il n'aurait pas donné cher de sa peau. Tu les achètes où des cigarettes, au village à côté ou à la coopérative. Parfois, ils y sont moins chers. J'irai ce soir, promit le curé. Comme ça, je te rendrai ce que je te dois. Lui leva un bras en l'air et le laissa retomber. Une cigarette de plus ou de moins. Ah non, protesta le curé. Il faut être juste dans la vie et rendre exactement ce que l'on vous a donné. Et pour eux, donc pourtant, pensa aussitôt Louis. Il ne dit rien. Auparavant, lui qui aimait tant discuter, aurait sauté sur l'occasion pour polémiquer sur la question de la justice et de l'égalité. Mais aujourd'hui, il n'avait plus le cœur à cela. La guerre avait détruit en lui toute vérité d'échange. Seul comptait désormais sa famille Fernand et le souvenir des camarades de front dont un grand nombre était resté là-bas à engraisser les rats. Cela leur importait, mais que rencontrer une femme auprès de qui-vivre, c'était là tout son rêve. Penser à autre chose lui semblait hors de propos, et réfléchir s'appartenait à lui. Le sombrait dans une ligne sans fin. Lui sentit le bout de ses doigts le chatouiller, comme excité à la perspective de ne plus avoir à taper des rapports longs de 30 pages dont les mots, malgré lui,
compte sur votre aide si besoin d'aider. Lui opina de la tête de son rien dire. Bien sûr, il était soulagé de cette arrivée, mais son idéal lui aurait été Fernand occupe cette place. Si seulement son ami avait été un peu plus lettré, il aurait fait et des mains pour le faire venir ici avec lui. Mais Fernand n'avait que l'instruction de l'école. Il lisait et écrivait sans difficulté et sans faute d'orthographe, mais il ne pouvait se prévaloir d'aucune autre compétence susceptible d'intéresser le contrôle postal comme de taper à la machine. Décembre 1917. Cher Auguste, ici on est en plein air et en pleine campagne. Seulement la terre est labourée par les marmites au lieu des charrues. Et pour les tranchées, nous avons de l'eau jusqu'à mi-jambe. Les boches en ont encore plus que nous. Toute la journée, ils retirent l'eau avec des seaux et quand ils lèvent un peu la tête, on leur envoie une pastille pour le rhume. Et eux en font autant pour nous. Les pluies des jours derniers transforment le sol en une boue liquide. Nos effets sont remplis d'humidité. Être malheureux cet hiver encore. Aussi, nous ne sommes pas gais. Le moral n'est pas extraordinaire. C'est avec triste. Lui, il leva les yeux de sa lettre. Lui soutenait le président Grieux, accompagné par deux hommes qui portaient au bras gauche le brassard noir du deuil et un officier d'une trentaine d'années au regard perçant. Il ne les avait pas entendus arriver et il se mit aussitôt au garde-à-vous devant sa chaise. Repos, lui intima Griot. L'homme au brassard dégageait une autorité naturelle. Cependant, il regardait Louis d'un air absent, comme s'il était ici par obligation, et que la situation créait chez lui un sentiment d'ennui. En revanche, l'officier qui ressemblait être son second faisait montre d'une attention soutenue. Louis Saint-Gervais, mon commandant, il est lecteur ici depuis plus de 3 mois. Griot se pencha vers son supérieur hiérarchique et ajouta d'une voix basse mais suffisamment audible pour que l'intéressé l'entende. Un très fin lecteur d'ailleurs. Une lueur d'intérêt traversa le regard du commandant. C'est bien, mon garçon, continuez ainsi, dit-il, puis il disparut de ses yeux et son regard redevint vide. Lui s'interrogeait. Était-ce le deuil qui le coupait ainsi des hommes, ou bien appartenait-il à cette race de gradés abondants, les tranchés en terrain connu, sous prétexte qu'ils en avaient vu le tracer sur une carte. Cela, lui les connaissait. Il regardait les gens et les hommes sans les voir. Son second, lui, se pencha sur la lettre ouverte dont il lut quelques mots à mi-voix avant de se redresser. Devant la marmite de soupe, il se retrouva une nouvelle fois avec l'abbé Jourdain, décidément résolu à fraterniser avec lui. La proximité de l'âge, sans doute, se Louis de Carlas. La plupart des lecteurs avaient autour de la quarantaine, et en dehors de l'abbé de nuit, les seuls hommes jeunes appartenaient au régiment de passage. Très souvent, d'ailleurs, ces soldats les regardaient avec défiance et amertume, particulièrement Louis qui, ne portant pas de soutane et n'arborant
tâche d'un embusqué. Heureusement pour lui, ces soldats ignoraient son rôle car alors il n'aurait pas donné cher de sa peau. Tu les achètes où des cigarettes? Au village à côté ou à la coopérative. Parfois, ils y sont moins chers. J'irai ce soir, promit le curé. Comme ça, je te rendrai ce que je te dois. Lui leva un bras en l'air et le laissa retomber. Une cigarette de plus ou de moins. Ah non, protesta le curé. Il faut être juste dans l'habit et rendre exactement ce que l'on vous a donné. Et pour eux, donc pourtant, pensa aussitôt lui. Il ne dit rien. Auparavant, lui qui aimait tant discuter, aurait sauté sur l'occasion pour polémiquer sur la question de la justice et de l'égalité. Mais aujourd'hui, il n'avait plus le cœur à cela. La guerre avait détruit en lui toute vérité d'échange. Seul comptait désormais sa famille Fernand et le souvenir des camarades de front dont un grand nombre était resté là-bas à engraisser les rats. Cela leur apportait que rencontrer une femme auprès de qui vivre. C'était là tout son rêve. Penser à autre chose lui semblait hors de propos. Et réfléchir s'appartenait à lui. Le sombrait dans une nuit sans fin. Lui sentit le bout de ses doigts le chatouiller, comme excité à la perspective de ne plus avoir à taper des rapports longs de 30 pages dont les mots, malgré lui, résonnaient dans le corps tout entier. Bien après qu'il eut fini de les retranscrire, vous devez être soulagé, conclut le président en se relevant. Maintenant, il suffit que le jeune enfant, il a à peine 19 ans, soit un longtemps à la tâche et vous n'aurez plus à taper le moindre rapport. Je compte sur votre aide si besoin était. Lui opina de la tête de son rien dire. Bien sûr, il était soulagé de cette arrivée, mais son idéal à lui aurait été Fernand occupe cette place. Si seulement son ami avait été un peu plus lettré, il aurait fait et des mains pour le faire venir ici avec lui. Mais Fernand n'avait que l'instruction de l'école. Il lisait et écrivait sans difficulté et sans faute d'orthographe, mais il ne pouvait se prévaloir d'aucune autre compétence susceptible d'intéresser du contrôle postal comme de taper à la machine. Décembre 1917. Cher Auguste, ici on est en plein air et en pleine campagne. Seulement la terre est labourée par les marmites au lieu des charrues. Et pour les tranchées, nous avons de l'eau jusqu'à mi-jambe. Les boches en ont encore plus que nous. Toute la journée, ils retirent l'eau avec des seaux et quand ils lèvent un peu la tête, on leur envoie une pastille pour le rhume. Et eux en font autant pour nous. Les pluies des jours derniers transforment le sol en une boule liquide. Nos effets sont remplis d'humidité. Être malheureux, c'est hiver encore. Aussi, nous ne sommes pas gais. Le moral n'est pas extraordinaire. C'est avec triste. Lui, il leva les yeux de sa lettre. Lui soutenait le président Grieux, accompagné par deux hommes qui portaient au bras gauche le brassard noir du deuil et la languette à un officier d'une trentaine d'années au regard perçant. Il ne les avait
dégager une autorité naturelle. Cependant, il regardait Louis d'un air absent, comme s'il était ici par obligation, et que la situation créait chez lui un sentiment d'ennui. En revanche, l'officier qui ressemblait être son second faisait montre d'une attention soutenue. Louis Saint-Gervais, mon commandant, il est lecteur ici depuis plus de 3 mois. Griot se pencha vers son supérieur hiérarchique et ajouta d'une voix basse mais suffisamment audible pour que l'intéressé l'entende. Un très fin lecteur d'ailleurs. Une lueur d'intérêt traversa le regard du commandant. C'est bien, mon garçon, continuez ainsi, dit-il, puis il disparut de ses yeux et son regard redevint vide. Lui s'interrogeait. Était-ce le deuil qui le coupait ainsi des hommes, ou bien appartenait-il à cette race de gradés abondants, l'étranger en terrain connu, sous prétexte qu'ils en avaient vu le tracer sur une carte. Cela, lui, les connaissait. Il regardait les gens et les hommes sans les voir. Son second, lui, se pencha sur la lettre ouverte dont il lut quelques mots à mi-voix avant de se redresser. Devant la marmite de soupe, on se retrouva une nouvelle fois avec l'abbé Jourdain, décidément résolu à fraterniser avec lui. La proximité de l'âge, sans doute, se Louis de Carlas. La plupart des lecteurs avaient autour de la quarantaine, et en dehors de l'abbé de lui, les seuls hommes jeunes appartenaient au régiment de passage. Très souvent, d'ailleurs, ces soldats les regardaient avec défiance et amertume, particulièrement Louis qui, ne portant pas de soutane et n'arborant aucune blessure visible, leur faisait l'effet d'une lâche, d'un embusqué. Heureusement pour lui, ces soldats ignoraient son rôle, car alors il n'aurait pas donné cher de sa peau. Tu les achètes où des cigarettes, au village à côté ou à la coopérative. Parfois, ils y sont moins chers. J'irai ce soir, promit le curé. Comme ça, je te rendrai ce que je te dois. Lui leva un bras en l'air et le laissa retomber. Une cigarette de plus sous de mots. Ah non, protesta le curé. Il faut être juste dans la vie et rendre exactement ce que l'on vous a donné. Et pour eux, donc pourtant, pensa aussitôt lui. Il ne dit rien. Auparavant, lui qui aimait tant l'idée aurait sauté sur l'occasion pour polémiquer sur la question de la justice et de l'égalité. Mais aujourd'hui, il n'avait plus le cœur à cela. La guerre avait détruit en lui toute vérité d'échange. Seul comptait désormais sa famille Fernand et le souvenir des camarades de front dont un grand nombre était resté là-bas à engraisser les rats. Cela leur apportait que rencontrer une femme auprès de qui vivre. C'était là tout son rêve. Penser à autre chose lui semblait hors de propos, et réfléchir s'appartenait à lui. Le sombrait dans une ligne sans fin. Lui sentit le bout de ses doigts le chatouiller, comme excité à la perspective de ne plus avoir à taper des rapports longs de 30 pages dont les mots, malgré lui, résonnaient dans le corps tout entier. Bien après qu'il eut fini
transcrire. Vous devez être soulagé, conclut le président en se relevant. Maintenant, il suffit que la jeune enfant, il a à peine 19 ans, soit à longtemps à la tâche et vous n'aurez plus à taper le moindre rapport. Je compte sur votre aide si besoin d'aider. Lui opina de la tête sans rien dire. Bien sûr, il était soulagé de cette arrivée, mais son idéal à lui aurait été Fernand occupe cette place. Si seulement son ami avait été un peu plus lettré, il aurait fait des pieds et des mains pour le faire venir ici avec lui. Mais Fernand n'avait que l'instruction de l'école. Il lisait et écrivait sans difficulté et sans faute d'orthographe, mais il ne pouvait se prévaloir d'aucune autre compétence susceptible d'intéresser le contrôle postal comme de taper à la machine. Décembre 1917. Cher Auguste, ici on est en plein air et en pleine campagne. Seulement la terre est labourée par les marmites au lieu des charrues. Et dans les tranchées, nous avons de l'eau jusqu'à mi-jambe. Les boches en ont encore plus que nous. Toute la journée, ils retirent l'eau avec des seaux et quand ils lèvent un peu la tête, on leur envoie une pastille pour le rhume. Et eux en font autant pour nous. Les pluies des jours derniers transforment le sol en une boue liquide. Nos effets sont remplis d'humidité. Être malheureux cet hiver encore. Aussi, nous ne sommes pas gais. Le moral n'est pas extraordinaire. C'est avec triste. Lui, il leva les yeux de sa lettre. Lui soutenait le président Grieux, accompagné par deux hommes qui portaient au bras gauche le brassard noir du deuil et la lorgnette à un officier d'une trentaine d'années au regard perçant. Il ne les avait pas entendus arriver et il se mit aussitôt au garde-à-vous devant sa chaise. Repos, lui intima Griot. L'homme au brassard dégageait une autorité naturelle. Cependant, il regardait Louis d'un air absent, comme s'il était ici par obligation, et que la situation créait chez lui un sentiment d'ennui. En revanche, l'officier qui ressemblait être son second faisait montre d'une attention soutenue. Louis Saint-Gervais, mon commandant, il est lecteur ici depuis plus de 3 mois. Griot se pencha vers son supérieur hiérarchique et ajouta d'une voix basse mais suffisamment audible pour que l'intéressé l'entende. Un très fin lecteur d'ailleurs. Une lueur d'intérêt traversa le regard du commandant. C'est bien mon garçon, continue ainsi, dit-il, puis il disparut de ses yeux et son regard redevint vide. Lui s'interrogeait. Était-ce le deuil qui lui coupait ainsi des hommes, ou bien appartenait-il à cette race de gradés abondants, l'étranger en terrain connu, sous prétexte qu'ils en avaient vu le tracer sur une carte. Cela, lui les connaissait. Il regardait les gens et les hommes sans les voir. Son second, lui, se pencha sur la lettre ouverte dont il lut quelques mots à mi-voix avant de se redresser. Devant la marmite de soupe, on se retrouva une nouvelle fois avec l'abbé Jourdain, décidément résolu à fraterniser avec lui. La proximité de
l'âge sans doute celui de Carlas. La plupart des lecteurs avaient autour de la quarantaine, et en dehors de la bête nuit, les seuls hommes jeunes appartenaient au régiment de passage. Très souvent, d'ailleurs, ces soldats les regardaient avec défiance et amertume, particulièrement lui qui, ne portant pas de soutane et n'arborant aucune blessure visible, leur faisait l'effet d'une lâche, d'un embusqué. Heureusement pour lui, ces soldats ignoraient son rôle, car alors il n'aurait pas donné cher de sa peau. Tu les achètes ou des cigarettes au village à côté ou à la coopérative. Parfois, ils y sont moins chers. J'irai ce soir, promit le curé. Comme ça, je te rendrai ce que je te dois. Lui leva un bras en l'air et le laissa retomber. Une cigarette de plus sous le mot. Ah non, protesta le curé. Il faut être juste dans la vie et rendre exactement ce que l'on vous a donné. Et pour eux, donc pourtant, pensa aussitôt lui. Il ne dit rien. Auparavant, lui qui aimait tant discuter, aurait sauté sur l'occasion pour polémiquer sur la question de la justice et de l'égalité. Mais aujourd'hui, il n'avait plus le cœur à cela. La guerre avait détruit en lui toute vérité d'échange. Seul comptait désormais sa famille Fernand et le souvenir des camarades de front dont un grand nombre était resté là-bas à engraisser les rats. Cela leur apportait que rencontrer une femme auprès de qui vivre. C'était là tout son rêve. Penser à autre chose lui semblait hors de propos. Et réfléchir s'appartenait à lui. Le sombrer en une nuit sans fin.